Louni est considéré, enfin, jusqu'à preuve du contraire, des dernières informations que j'ai, il est considéré en cavale. La dernière fois que nous étions vus, c'était alors qu'il était en, comment dire, il était en semi-liberté. Enfin, il devait rentrer, il avait ses matinées de libre et rentrer à 13 heures à la prison. Puis un jour, alors qu'il y avait un projet qui s'est mis en route pour le réinsérer, il a craqué, il n'est pas rentré. Voilà. Donc, je n'ai pas de nouvelles depuis. Enfin, j'en ai, mais voilà. On n'est pas censé le savoir. Voilà. Et quant à Johnny, l'autre garçon qui est reparti chez lui, ça va plutôt bien. Il fait, comment on appelle ça, l'EPID, l'établissement pour, l'établissement pour l'art, c'est l'insertion par l'armée. Voilà. Et il souhaite intégrer dans l'idéal, il souhaite intégrer les parachutistes. Voilà. D'autres questions? Des réponses? Donc là. Bonsoir, je suis Régine Fixador, la présidente des Restos du Cœur. Il y en a beaucoup d'ailleurs que j'ai reconnus, qui viennent au Resto du Cœur. Et malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les personnes que nous rencontrons au camion, qui est la maraude, sont exactement les jeunes qu'on vient de voir. Donc, pour eux, c'est très très compliqué. Franchement, tous les soirs quand on sort, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que c'est, disons que leur tranche d'âge se situe entre 20 et 35 ans. Par contre, je voudrais vous poser une question. Comment vous avez fait pour trouver les... Bon, je suppose que le clubhouse, c'était facile, mais l'autre employeur, il s'est laissé filmer? Oui. Oui, c'est étonnant. Oui, parce que comme je le... en fait, je le connais très bien, je me demande comment il a pu se laisser filmer. Vous parlez du monsieur qui devait faire les travaux? Avec les pavés. Voilà, oui. C'était pas, comment dire, c'est une question juste que vous posez. Au départ, il ne voulait pas se faire filmer. Donc, disons que j'ai fait en sorte de rentrer en relation avec lui pour qu'il puisse accepter ma présence et accepter le fait que je le filme. Et en fait, il était évidemment plutôt inquiet. Il n'avait pas envie qu'on le suive avec une caméra. Donc l'idée, ça a été de transformer ce qui était un peu une situation négative, où en gros, il tirait un peu parti d'un jeune comme ça, et de transformer ça en situation positive. Moi, je lui ai dit, écoutez, voilà, je trouve ce jeune très courageux. Il vient, je sais que j'habite à l'hôtel social en ce moment, il vient tous les matins, il se lève tôt pour venir travailler. Ces jeunes qu'on traite d'habitude de branleurs, moi je veux montrer qu'ils sont courageux et qu'il a des couilles, quoi, pardon. Et donc ça, et donc vous participez à ça, quoi, voilà. Et donc, ceci posé, il a accepté d'être filmé. Il n'a pas accepté que je filme le moment où il lui donnait les billets à la fin de la journée, mais voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ensuite, je ne comprends pas non plus comment, par exemple, ils jouent donc au foot. Oui. Et comment on peut les intégrer dans une équipe sans qu'ils aient d'hébergement. Et voilà, je ne comprends pas. Parce que ils sont dans une équipe apparemment, bon, je ne connais pas, je ne suis pas du tout au foot, mais ils rentrent dans une équipe nationale. Il doit y avoir beaucoup d'argent brassé. Avec beaucoup d'argent, tout l'argent qui peut se brasser. Mais là, il n'y a pas, et en fait, rond, là. Non, dans l'organisation de ce mondial de foot, il y a forcément de l'argent qui est brassé beaucoup. Mais vous parlez oui, mais c'est pas... Je pense pas la que FIFA. Oui, non, mais ça... Oui, non, mais ils sont hébergés le temps, comment dire, des sélections, oui, voilà, le temps des festivités, si j'ose dire. Et puis au Chili, bien sûr, on leur paye le voyage, etc. Mais sinon, c'est des gens qui sont dans la rue et dont les organisateurs ne s'occupent pas. Parce qu'ils jouent la journée au foot, par exemple, oui, mais là, et le soir, ils dorment dans la rue.
Oui, oui, bah, c'est en ça qu'ils sont courageux, je trouve. Ah, ils le sont beaucoup. Très, Nous, on le oui, voit. bien sûr. Le NINC fait penser à une petite Myriam, on a eu le cas. Les micros, ouais, Au-dessus, ils vous entendent pas. Merci Marilyn. On a créé les Chaussettes du Cœur à Perpignan. L'ONI me rappelle très tristement l'affaire de Myriam cette année, là, il y a quelques semaines sur Perpignan, où elle a été éjectée du foyer à l'âge de 18 ans. Ils s'en sont purement et simplement débarrassés. Elle a tenté de survivre sur la gare pendant un moment. Elle était extrêmement motivée, elle a fait tout le tour des missions jeunes, des CCAS, elle avait des tas de projets qui étaient en cours. On avait réussi à la prendre en charge et l'administration totale, entière, tous les services lui ont fermé la porte. Impossible de trouver une domiciliation sur Perpignan, un rejet permanent à peine 19 ans. Elle était extrêmement motivée, gentille, généreuse, ouverte, une petite jeune vraiment qui avait subi des trucs déjà terribles tout au long de sa vie. Et elle a craqué en début d'année à la gare, sous forme d'un SOS, je pense, parce qu'elle l'a fait sous les caméras de surveillance alors qu'elle sait pertinemment qu'elles étaient là. Et elle a agressé quelqu'un à la gare et elle se retrouve en prison pour 6 mois. J'ai tenté de prendre contact avec le SPIP, donc, qui est censé être le lien de la réinsertion de la prison. Depuis plus d'un mois et demi, je n'arrive pas à rentrer en contact avec elle. Elle a été incarcérée avec la seule tenue qu'elle portait sur elle. On a tenté de lui porter du linge qu'ils ont refusé de lui donner parce qu'une demande de permis de visite est en cours. Pour l'instant, elle n'a rien. Donc j'imagine qu'elle compte que sur la solidarité de ses copines de cellule. C'est pas le meilleur moyen de sortir nos jeunes de la rue, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Il y a vraiment... là, peut-on éradiquer la pauvreté Myriam, avec une simple domiciliation, sa garantie jeune et sa formation de maître chien, serait tirée d'affaire depuis longtemps. Et en plus, serait un bon maillon pour aider les autres jeunes en espèce de lien comme ça, qui a déjà une expérience, qui a déjà une expérience du terrain, de pouvoir aller à la rencontre d'un jeune en lui disant « Moi, j'ai été dans ta situation, je sais ce que tu vis ». Elle n'a pas pu avoir accès à une infirmière psy avant l'agression qu'elle a commise, alors qu'elle a subi de multiples violences, y compris sexuelles, dans la rue, et elle a désespérément demandé à pouvoir être entendue par quelqu'un pour pouvoir se décharger de ça, et elle n'y a pas eu accès. Elle n'y a pas eu accès. Donc là, c'est bien de faire le constat. Vraiment, Monsieur Schmitt, merci de ce travail-là, parce que comme la dame des Restos du Cœur, j'ai reconnu beaucoup de monde. On a ces jeunes dans la rue. La chaussette, c'est presque juste le prétexte pour aller à leur contact. Il y a une chose qui m'a interpellée, c'est au moment où Lenny refuse d'appeler le cuistot chef. Il y a un détail que le cuistot n'a pas, c'est quelque chose qui doit être impossible à faire pour Lenny, qui avait déjà connu l'univers carcéral, c'est que les surveillants sont appelés chefs en prison. L'ouverture de la porte, c'est oui chef, merci chef, bonjour chef. Pour lui, psychologiquement, ça devait être quelque chose de vraiment très très dur d'appeler son patron chef. C'était le remettre dans les conditions de la prison, de la soumission face à quelqu'un en face. Et je crois que pour aider ces jeunes, il faut vraiment s'aider de l'associatif, des visiteurs de prison, de toutes ces choses-là. Parce que vraiment, quelque chose qui aurait pu se révéler très positif pour l'ONI, c'est arrêter comme ça. Sur quelque chose qui n'était pas mauvais à la base, mais qui a juste pas été compris. S'il aurait peut-être fallu juste à ce moment-là lui dire « Loni, pourquoi est-ce que tu refuses de m'appeler chef ?» Et peut-être qu'il lui aurait dit « T'es pas un surveillant de prison, moi c'est eux que j'appelle chef. » On lui a mal parlé aussi. Voilà, il y a un moment donné où c'est pas parce que c'est un jeune en réinsertion. Enfin voilà, j'ai reconnu beaucoup de choses. Merci Bertrand de ce film. Merci. Merci de votre témoignage, merci beaucoup. Michel. Bonsoir. Je suis simplement bonsoir, pardon. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Alors, il y avait plusieurs questions. Je vais poser la première. Pourquoi vous avez fait ce film? Pourquoi vous souhaitez interpeller? Qui vous souhaitez interpeller avec ce film? Peut-être pas les personnes qui sont dans la salle, parce qu'il y a beaucoup de personnes convaincues. Et ensuite, si on reparle de ce mondial du foot, c'est peut-être des personnes qui connaissent un petit peu le monde du foot, il y avait quand même des têtes
qui était dans le monde professionnel du foot il y a quelques années. Hein. Il y a le frère Cantona qui est là. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est brassé là derrière. Et comme vous disiez tout à l'heure, on les met en avant, mais on n'y met pas les moyens pour... voilà, il n'y a même pas une petite somme pour essayer de les héberger. Bon, il y a les repas, on voit qu'il est heureux d'avoir un repas à 20 ans, un repas en Suez, comme quand certains d'entre nous vont au buffet en Espagne. C'est plein la panse. Voilà, ça c'était la parenthèse. Mais ma question, en tant que travailleur social, certes, ça provoque, ça confronte, mais pourquoi avoir fait ce film documentaire qui c'est autour de 2 portraits qui auraient pu être démultipliés par plusieurs autres portraits, hein, parce que ben, ça interpelle, voilà, encore une fois, c'est avec les temps que nous allons vivre. Voilà. Encore une fois, en tant que travailleur social, c'est pas un quotidien, parce qu'il y a des personnes qui sont confrontées beaucoup plus que moi à ce quotidien-là. Ça interpelle par rapport à des pratiques professionnelles que l'on a eu, qu'on a eu au cours d'un cursus de formation, avec des textes qui nous obligent à fonctionner d'une certaine façon, qui est plus tout à fait dans une éthique professionnelle. Hein, voilà. Mais voilà, je reviens à ma question. Pourquoi ce documentaire? Merci. Pourquoi je vous ai dit en partie en préambule de la projection. Moi, la première chose, c'est que j'ai eu envie de témoigner. Quand j'ai fait connaissance avec eux, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai été impressionné par... je les ai trouvés courageux, vraiment. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'a... voilà, à une époque, au risque de me répéter, où ils sont pas très bien vus. Et moi, j'étais vraiment... de les voir comme ça... là, je l'ai filmé en train de faire sa toilette. C'était en été. Mais la première fois que j'ai rencontré Loni, c'était dans un squat sur le... comment s'appelle ce fleuve là? Pardonnez-moi. La Thé. Voilà. La Thé. Et je l'ai vu faire sa toilette là-dedans en hiver, quoi. Donc voilà, le pourquoi j'avais envie de montrer, j'avais envie de dire, c'est pas des branleurs, quoi. Ils envoient, quoi. Ils envoient le bois. Ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'était aussi c'était une façon de leur donner la parole aussi, de s'intéresser à eux. Puis contrairement, justement, tous les travailleurs sociaux me disaient, mais vous allez finir dans le coffre étranger de votre voiture, avec votre caméra dans, je sais pas où, dans le fion, enfin bon, bref. Et puis finalement non, ça s'est vachement bien passé. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de leur donner la parole, qu'ils sentent qu'on s'intéresse, que je m'intéresse à eux, justement, ce que j'ai dû avoir à gérer, c'était la situation contraire. C'est-à-dire que c'était refuser d'en filmer certains qui voulaient absolument... Tout le monde voulait être filmé. Voilà. Donc ça a été assez... Bon, j'avais passé beaucoup de temps, mais à un moment, quoi, voilà, tout le monde voulait faire partie de l'histoire, quoi. Donc il fallait plutôt gérer comment expliquer, mais ça ne va pas être vraiment possible. Bon, il y a 2 personnages, bon, il y a parfois un groupe, mais voilà, quoi. Donc c'était plutôt ça. Et je me suis aperçu que donc c'était ça aussi, revenir pour répondre à votre question, c'était leur donner la parole. C'est que je pense, enfin moi je ne suis pas du tout travailleur social, mais j'ai eu conscience de ça, qu'on est dans une espèce d'époque, pas une espèce d'époque un peu atomisée comme ça, où plus personne n'écoute personne, et où ces gens très fracturés, ils pètent vite des plombs parce que on ne s'intéresse pas à eux et qu'il y a besoin d'une écoute, quoi. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'une écoute, mais pas une écoute égotique, une écoute bienveillante, d'être humain à être humain. Et voilà, sans jugement, voilà. Donc, voilà. Alors, la demoiselle au fond. Bonsoir, moi je m'appelle Samira, je suis travailleur social aussi depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, moi je fais un travail sur la problématique de la pratique professionnelle, parce que je trouve que au niveau de la pratique professionnelle, on régresse plus qu'on avance. Je fais des maraudes depuis une vingtaine d'années, notamment sur Paris, sur Orléans et maintenant Perpignan, puisque ma domiciliation est à Perpignan. J'ai choisi de faire une action citoyenne pour ne pas avoir la lourdeur du monde associatif,
à savoir les listes nominatives, les listes quantitatives, et faire des demandes de subventions. Et du coup, un jeudi par mois, je marronne, notamment Karima aussi, qui vient de temps en temps. J'arpente les rues de Perpignan pour rencontrer justement ces gueules cassées, ces gens, ces personnes oubliées, celles qui font partie du décor, celles que... voilà. Et donc pour moi, il y a un truc, enfin, il y a un point essentiel sur la pratique professionnelle. Il y a des associations qui sont là et qui font très bien leur travail et le relais, comme les Restos du Cœur, enfin, la Croix-Rouge, tout ça, c'est des associations qui sont essentielles. Par contre, après, moi, mon questionnement professionnel, au vu des personnes rencontrées dans la rue, du temps passé avec eux, du lien, enfin de l'échange, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait peut-être plus aux professionnels de se déplacer plutôt qu'aux personnes fragilisées de se déplacer, pour qui parfois, chez certaines, ça leur est impossible, voire difficile. Donc moi, je serais plus dans une pratique où on va au-devant des personnes. C'est très regrettable qu'aujourd'hui, les éducateurs de rue, ayant moi-même été travailleur de rue, à rencontrer des personnes, les budgets n'y étant plus, il y a de moins en moins d'éducateurs de rue. À Perpignan, je crois qu'il n'y en a pas du tout. Si, mobile de rue, qui en ville et tout. Enfin, voilà. Donc, enfin, je trouve que c'est de moins en moins. Et éradiquer la pauvreté, si on ne va pas au cœur de la pauvreté, si on ne va pas à la rencontre de ces jeunes qui sont dans une souffrance, dans une ignorance, la rue tue, l'indifférence encore plus. On ne meurt pas de faim en France. On mange mal, on a de la malbouffe, on ne mangera pas 3 repas par jour, on va mal bouffer, on ne va pas mourir de faim. Par contre, l'indifférence, ça tue. Et il y a beaucoup, et de plus en plus, des jeunes, comme disait la dame des Restos du Cœur, qui se retrouvent à la rue et avec quand même des troubles psy de plus en plus tôt, et dû certainement aux conditions de... Enfin, certainement, dû aux conditions de vie, le manque de sommeil, les produits, enfin tout ce qui peut tourner autour du monde de la rue, et les troubles psy des personnes qui n'ont pas d'animaux, parce que souvent les personnes qui ont un animal n'ont pas de troubles psy. Mais toutes les personnes qui n'en ont pas, souvent, basculent dans des troubles psy. Il faut savoir quand même qu'une personne qui erre dans la rue, elle passe par 3 phases. Quand du jour au lendemain, on se retrouve dehors, on n'a pas des problèmes psy tout de suite. Ça passe vraiment par 3 phases. La phase où on a besoin de fuir quelque chose. La deuxième, où on n'est plus reconnu au niveau de la société. On n'a plus de carte vitale, on n'a plus d'adresse. Donc là, il n'y a plus de reconnaissance au niveau de la société. La troisième, c'est celle où on se cache. À Paris, il y a un très bon exemple. À Paris, par exemple, les personnes qui sont dans la 3e phase de trouble psy et qui se cachent restent dans le métro. Jour et nuit, elles ne quittent jamais le métro. Donc peut-être que là, ce serait bien des professionnels, des médecins psy qui se déplaceraient auprès des personnes qui auraient besoin aussi de soins. Parce que aussi, il y a besoin de soins. Donc voilà. Pour finir aussi de répondre, monsieur, pardonnez-moi, sur le pourquoi, il y a quand même un élément que j'ai oublié de te dire, c'est que ces jeunes en déshérence, c'est un vrai problème sociétal, quoi. C'est terrible. Donc c'est aussi une manière d'alerter sur leur problématique, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Le discours qu'on a, voilà. à force de dire plus rien ne va, on n'arrivera jamais à rien. Un jeune qui se construit là-dedans quand il attaque l'adolescence, où il a besoin d'être motivé, de voir de belles choses. Voilà, le micro peut-être. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à nos mots, à nous, à nos attitudes, à nous aussi, à force de tenir ce discours-là, de dire « Oh, où va le monde? On n'arrive plus à rien, on va dans le mur, ça va être de pire en pire ». Ces jeunes se construisent dans ce discours-là.
ils ont du mal à se dire il peut y avoir un monde sympa qui existe, quoi. Un monde où les familles s'aiment, où les gens sont solidaires, où ils sont humains. Alors que dans la réalité, surtout on voit à Perpignan, je connais bien Sam, salut Sam. Dans la réalité à Perpignan, il y a énormément de mouvements citoyens, il y a des tas de gens qui agissent tout seuls, qui font beaucoup de bien. Je pense à Maryse, c'est normal, c'est dommage qu'elle soit pas là, tout le monde doit connaître Maryse ici, qui de sa propre initiative cuisine sur ses petits deniers, sur ce qu'elle arrive à récupérer, cuisine à manger et s'équipe avec son vélo et va distribuer partout. Donc peut-être le message qu'on peut en retirer aujourd'hui pour éradiquer la pauvreté, c'est de changer notre discours. C'est oui, on ira dans le mur si on continue à avoir une attitude défaitiste et à se dire voilà, c'est une fatalité, on va y aller. Peut-être il faut essayer de changer le discours. La méthode Coué, elle est peut-être pas si con que ça. Ça va aller, on va s'en sortir si on y arrive tous ensemble. Voilà. Oui, vas-y. Oui, moi je trouve que ce film il nous montre une réalité qui était insupportable. Alors à la fois c'est vrai que ces jeunes, ça nous montre des jeunes qui se battent dans des conditions épouvantables, enfin en tout cas à mes yeux épouvantables, et qui essaient de survivre, de poursuivre leurs rêves, de faire des choses. Ça c'est un constant. Enfin en tout cas moi ce film m'inspire ça et montre que cette situation elle est insupportable et que c'est une situation que vivent beaucoup de jeunes, que vivent ces jeunes. La question de la pauvreté, c'est une réalité aujourd'hui qui prend des proportions énormes. Je vois, il y a 1 million de pauvres en plus dans notre pays en 10 ans. Et qu'il faut absolument se préoccuper. Alors à la fois, c'est vrai, il y a la question professionnelle. Moi, je suis aussi un travailleur social. J'ai terminé mon activité maintenant, mais je sais que il y a des moyens à donner pour aider dans l'immédiat des jeunes et des moins jeunes qui sont en situation de pauvreté, mais il y a au-delà de ça une prise de conscience à avoir. Je crois que c'est aussi l'objectif des assises de la pauvreté quand ça a été collectivement décidé de les lancer, c'est de faire prendre conscience que cette réalité, elle existe, elle prend de l'ampleur, qu'elle touche à la fois des jeunes ou des moins jeunes qui vivent dans la rue, qu'elle touche des travailleurs pauvres, qu'elle touche des familles qui vivent dans des logements, qui ne peuvent plus réellement subvenir à leurs besoins de façon digne. Il a été dit, on ne meurt pas de faim en France. Je pense que si demain les associations humanitaires arrêtent de fonctionner, on meurt de faim en France, on peut mourir de faim en France. Donc je crois que c'est un problème de société, un problème de politique menée, et dans un pays qui est la 6e puissance mondiale et le 8e pays le plus riche de la planète. Donc je pense qu'il y a des prises de conscience à différents niveaux et qu'il y a aussi des choses à porter. C'est une dimension, encore une fois, insupportable de notre pays. Et je pense qu'il n'y a rien de fatal. Je pense qu'on peut effectivement éradiquer la pauvreté à condition d'en avoir une volonté politique et à condition aussi que tout le monde revendique et exige ça. Et je crois que, pour ne pas le faire plus long, mais ce qui me paraissait important dès le démarrage de cette initiative, c'était justement que ces personnes souvent invisibles ou dont on ne veut pas trop voir la réalité, elles puissent prendre la parole, on puisse en parler, on puisse travailler ensemble pour dégager des perspectives et des solutions.